Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien et que vous commencez une très bonne journée. En tout cas, hier, on a terminé la journée de Jérôme Powell et de la Fed. Ça y est, on a la baisse de taux, double baisse des taux, et une discussion et des questions autour de Jérôme Powell qui étaient quand même très intrigantes, et notamment une réaction que je vais vous montrer qui en dit long, en tout cas qui questionne grandement. Et maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe, comment le marché réagit, et comment on peut se préparer sur les jours qui arrivent, et notamment la clôture de cette semaine, clôture qui va être très importante. On va revenir dans tous les détails dans quelques instants. Mais avant, on va passer en revue les différentes nouvelles cryptos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et du coup, on va commencer par les nouvelles avec ici Revolut. Revolut qui nous annonce renforcer sa volonté d'aller sur les crypto-monnaies. Je rappelle que Revolut, c'est une banque anglaise, majoritairement, enfin, en tout cas installée aux UK, et qui est déjà plutôt crypto-friendly, d'accord? Elle propose assez facilement d'acheter du BTC, de Ethereum et les principales grosses cryptos. Sauf qu'elle veut lancer sa notion de stablecoin. Et ce qui est très intéressant, ça va être de voir à quel point ils vont être capables de rentrer dans la loi MiCA, qui est la loi européenne, qui gère principalement les stablecoins. On rappelle que c'est ce qui empêche Tether, l'émetteur de USDT, de pouvoir continuer à émettre USDT. Et justement, est-ce que Revolut va être capable de pouvoir rentrer sur MiCA, et à quel point il va être capable de pouvoir produire un stablecoin? Et à ce moment-là, on aurait encore une fois une nouvelle banque, et oui, encore une fois, parce qu'il y a déjà une banque, et d'ailleurs, si vous en souvenez, quelle est la banque qui émet stablecoin euro en Europe? Mettez-le en commentaire, je vous dirai si c'est bon ou pas, mais en l'occurrence, il y en a une, et donc là, on pourra en avoir une deuxième, et ça va être très très intéressant de voir. C'est une bonne chose, et on se dirige vraiment, encore une fois, vers la mass adoption de ce côté-là, avec des éléments comme ça, avec l'intégration des cryptos dans des moyens plutôt classiques, parce que oui, c'est un peu la volonté, et c'est Revolut aussi à cette volonté-là de casser les codes, et c'est logique qu'elle aille vers les stablecoins et les cryptos d'ordre général. Ensuite, un petit peu de nouvelles sur les positions qui ont été effectuées sur les CME futurs. CME, pour rappel, c'est Chicago Mercantile Exchange. Globalement, ce sont des contrats futurs qui sont pour des institutionnels et qui ont une durée limitée. Ce qui est intéressant, c'est que les traders ont ouvert beaucoup de short position en amont des taux de la Fed avec une notion de volatilité baissière. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils ont été liquidés? Et s'ils ne le sont pas, pourquoi? Vous allez voir dans la liste technique dans quelques instants, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, mais ça va être dans quelques instants. En attendant, on a Jamie qui explique que JP Morgan est certainement le plus gros utilisateur de blockchain. Bon, alors il dit ça, mais il précise pas qu'il utilise surtout sa blockchain, qui a été d'ailleurs créée en 2020, qui est privée, d'accord, on ne peut pas l'utiliser, qui s'appelle Onyx, et du coup qui est un fork d'Ethereum, d'accord? Un Ethereum avant, pas un Ethereum maintenant en Proof of Stake, c'est un Ethereum en Proof of Work, mais on s'en fiche parce que de toute façon, dans tous les cas, il suffit qu'il y ait un ou deux validateurs, ça suffit, tant que c'est privé, on ne cherche pas la décentralisation, on ne cherche pas la sécurisation, on cherche surtout à protéger les données et à gérer les échanges. Et c'est un petit peu ce qui explique, c'est qu'il dit qu'il est un véritable utilisateur de la blockchain et qu'il adore la facilité que ça a d'échanger, de protéger les données, mais pour lui, la cryptocurrency et la crypto en général, ça reste absolument rien et que ça n'a aucun impact. Encore une fois, du Jamie tout-puissant. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait dit dans une audition que s'il était le gouvernement américain, il bannirait lui-même tous les actifs digitaux, comme par exemple le Bitcoin. Bon, entre-temps, il est un petit peu revenu dessus, mais ça n'empêche qu'il a une position qui est très drastique sur le Bitcoin, même si JP Morgan gère beaucoup d'actifs numériques pour leurs clients. Encore une fois, on précise, et comme il le rappelle, on est dans un pays libre, en tout cas aux USA, c'est ce qui est statué, c'est ce qui est marqué, et c'est l'emblème des USA, c'est la liberté d'entreprendre, quelque chose qui est très très important. Ensuite, on a, lors de la convention token 2049, qui est toujours très intéressante, où on a pas mal d'infos, on a Arthur Hayes qui a prédit une diminution du marché à cause de la baisse des taux, et il explique, il va même très loin, que globalement, la Fed est en train de faire une énorme connerie, et que globalement, ils sont en train de baisser les taux, alors que les USA sont en train d'imprimer énormément d'argent déjà,
principalement avec les bons au trésor, et que s'ils baissent les taux, ça sous-entend qu'il y aura encore moins d'attractivité pour les bons au trésor, et donc moins de personnes qui en voudront, et ainsi de suite, et que globalement, c'est la pire erreur qu'ils pourraient faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en description, est-ce que pour vous, c'est réellement une erreur ou pas, et mettez en pause, faites le commentaire, et revenez sur la vidéo, parce que je vais vous donner ma vision par rapport à ce qui s'est passé. Parce que oui, nous avons ici baissé 5%, donc attendu 5,25, on était à 5,50, donc double baisse, 50 points qui ont chuté. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction du S&P 500, dans lequel on a fait une hyper accélération, on a fait un nouveau top, puis ensuite on est en train de consolider, et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on maintient vraiment le support ici. Support qui est maintenu aussi par le Nasdaq, dans cette zone-là, encore une fois, ici, volatilité, mais on maintient les supports, il n'y a pas de mouvement baissier pour l'instant, mais encore une fois, il va falloir patienter sur les jours qui arrivent, et surtout la clôture de vendredi qui va être vraiment très important. Alors, qu'est-ce qui a été dit et qui est intéressant? Et pourquoi je vous dis qu'il y a des choses qui sont très intéressantes? C'est que, la première chose, c'est qu'il explique que c'est une bonne chose. L'économie américaine va pour le mieux, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a aucun indicateur qui lui dit qu'il y a un risque de récession. Gardez-le bien en tête, on va revenir dessus dans quelques instants. Bon, il y a eu quelques questions qui ont été assez intéressantes, notamment, est-ce qu'on ne peut pas dire que les baisses sont liées à une volonté électorale? Oui, on sait qu'on peut avoir de la manipulation de ce côté-là, là-dessus il s'est défendu, on explique qu'il va avoir certainement... Il y a une question qui était très intéressante, qui lui demandait en fait quelle était sa vision sur les taux de la Fed sur le long terme une fois que l'inflation était descendue. Globalement, est-ce qu'on allait retourner à des taux qui étaient proches de zéro? Il a expliqué que ce n'était pas le cas. Gardez-le en tête, on va le revoir dans quelques instants. Et ensuite, il évite vraiment le sujet du chômage. Ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que l'on revoit beaucoup au niveau du chômage. Alors donc du coup, on a bien baissé de 5 points. Ça y est, c'est fait de 50 points, pardon. Donc on est au niveau des 5. Taux au niveau directeur de la Fed, très important d'entamer ce pivot de la Fed. Pour rappel, c'est une diminution de la pression monétaire qui est effectuée sur l'économie américaine. Ça va mettre du temps pour rentrer dans l'économie, entre 6 et 12 mois, d'accord? Ça ne va pas faire effet du jour au lendemain. Par contre, le marché est en train de pricer ça. Et en train de pricer cette annonce, ici, oui, mais aussi en train de pricer ça. C'est globalement la projection, ce qu'on appelle les dot plots, qui est la projection des différentes baisses par membre, d'accord? Chaque point est égal à un des membres de la Fed, qui donne justement cette directive, et on voit que, en effet, on a bien une tendance à vouloir descendre dans les alentours de 3, 4, 2,5, mais on n'est pas dans les alentours de 1, voire même de 0, comme on a pu le connaître à un moment donné, et quand on regarde 2024, on voit qu'on reste quand même relativement haut, au-dessus des 4, mais majoritairement dans les 5, et ensuite, c'est vraiment en 2025 qu'on baisse drastiquement pour aller dans les alentours des 3. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura peut-être une autre baisse, mais ce n'est pas sûr. En l'occurrence, une baisse, pas deux. En tout cas, comme on le voit là à l'heure actuelle, pas deux. Et il l'a réaffirmé dans son discours que, justement, la baisse de 50 points n'était pas à prendre comme étant une volonté de baisser continuellement de cette façon-là, mais plus le fait d'agir par rapport aux directives et par rapport aux chiffres qui sont plutôt positifs. Positif quand on regarde l'inflation, quand on regarde en effet le PIB, quand on regarde plein de vecteurs, oui, mais il y a eu une question qui a été, on va dire, squeezée quand même magnifiquement. Je vous invite à regarder le replay, c'est dans les alentours des 15 minutes à peu près. Cette journaliste qui représente le New York Times a posé une question qui est très intéressante, qui est, Monsieur Powell, vous dites que le chômage à l'heure actuelle se porte bien et ne va pas bouger, et qu'en l'occurrence, c'est OK. Voilà. Et elle explique que, d'ordre général, quand on a une grosse augmentation du chômage, bah, il ne s'arrête pas tout seul, ça continue, et que les actions qu'il effectue prendront du temps à agir sur l'économie. Et donc du coup, elle lui demandait d'expliquer, voilà, selon lui, pourquoi, etc. Globalement, il a répondu totalement à côté, et elle n'a pas eu le droit de récupérer le micro. Là, elle regardait en disant, bon, j'ai le droit au micro ou pas? Bon, clairement, elle n'a pas eu le droit au micro, et donc c'est une des seules qui n'a pas eu le droit de reposer une question et qui n'a pas eu de réponse. Parce que oui, le chômage, c'est une grosse question, et c'est vrai que quand on voit une accélération comme ça, généralement, ça finit de cette façon-là,
et c'est un petit peu la peur que beaucoup de monde ont. Et globalement, ça, c'est vraiment l'élément qu'il a survolé totalement. Systématiquement, il répondait en disant que le chômage est plutôt positif. Nous sommes toujours dans les alentours de 4%. 4% c'est positif. 4% c'est positif. Ah non, c'est un peu au-dessus. Mais bon, ça empêche que ça reste positif. 4% c'est positif. 4% c'est positif. Bon, on est à 5, mais voilà. Et en fait, il remonte et il nous explique que globalement, dans l'histoire, systématiquement, qu'on est à 4%, c'est positif. Bon, pour moi, ce que je retiens systématiquement, c'est que quand on commence à passer la barre des 4%, il y a un risque de récession parce qu'on accélère très très vite après, par la suite. À suivre, de toute façon, dans tous les cas, comme il l'a répété au niveau des données qui vont arriver, et clairement maintenant, ce qui va être regardé, ça va être le chômage. Est-ce que le chômage va merder ou pas? Est-ce que, oui ou non, la baisse des 50 points est une anticipation pour préserver le chômage, à savoir que ça va mettre 6 mois à 12 mois à agir? Bon, on va pas se cacher qu'il a aussi précisé qu'il agirait quoi qu'il arrive s'il se passe quelque chose, que ce soit en imprimant de l'argent, il n'a pas dit comme ça, moi je vous le dis, en imprimant de l'argent ou globalement en accélérant la baisse des taux, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas les marchés sont encore indécis, il n'y a pas de tendance qui est définie, donc on a eu de la volatilité, en haut, en bas, on a bien eu les portes de saloon, mais on n'a pas eu de volatilité vraiment baissière, vraiment haussière, et justement, je pense que ça va être cette semaine que l'on va avoir ça sur cette clôture de vendredi qu'il va falloir surveiller. Sur BTC aussi, on a eu très peu de volatilité de ce côté-là. On a eu une mèche qui est allée chercher, renforcer par exemple la liquidité dans la partie haute à 61 300. On a ravalé plus de la moitié de cette mèche et on est en train de retravailler. Globalement, on est en train de travailler l'objectif 1.1 de l'extension de Fibonacci de l'accélération haussière, ici. On voit qu'on est allé chercher la liquidité qui se trouvait ici. Et il y a de fortes probabilités, certainement, si on ne bouge pas trop cette semaine, d'aller chercher les 61 ici, dans les 1-1, au moins aujourd'hui, pour aller rechercher cet order block. Et là, il va falloir surveiller. Est-ce qu'on a une mise en place d'une distribution en basse time frame, quelque chose comme ça qui va faire ça avec un petit retest? Là, on aura un signal. Si on a une consolidation avec une accélération et un petit rebond, ce sera plutôt positif, mais on le saura encore une fois certainement aujourd'hui ou demain. Ce qui nous intéresse, c'est la clôture weekly. C'est vraiment le plus important parce que quand c'est comme ça, la partie Sales News arrive justement quelques jours après la nouvelle. Et c'est un petit peu ce qui serait intéressant et qui serait attendu, en tout cas par un certain nombre. On a toujours les shorters CME qui sont bien présents. C'est-à-dire que quand on regarde les liquidations, on voit bien que les liquidations sont des liquidations de longue. Alors là, c'est une partie des liquidations, on n'a pas que les liquidations du CME, mais quand on va regarder vraiment dans les datas CME, on voit qu'il y a très peu de liquidations de short, en tout cas par rapport au mouvement, donc ça veut dire qu'ils ont été conservés et qui sont même certainement renforcés. On va avoir le retour certainement cet après-midi, je recheckerai à ce moment-là, mais en l'occurrence, je pense qu'on a toujours du CME qui est bien présent et il va falloir surveiller cette partie ici. En l'occurrence, je reste toujours sur mon scénario de Sales News, dans lequel j'attends une baisse pour aller chercher potentiellement les 55 000. Et si je dois invalider ça, mon invalidation doit se passer au-dessus, ici, de cette zone des 62 000, au-dessus des 1.1, au-dessus de cette zone, de cette zone, qui est la zone de renforcement de short, pour aller chercher plus bas. D'accord? Il faut casser et consolider, hop, si on dézoome un petit peu, en dehors de la zone de compression, qui se trouve bien ici, très belle zone de compression. Il faut casser, consolider et repartir, d'accord? Tant que ce n'est pas fait, pour moi, le plus probable, c'est d'aller chercher la partie basse, qui correspond aussi à une faiblesse du marché, à voir ce qui va se passer, et surtout que les altcoins, actuellement, ne bougent pas trop, et donc c'est plutôt positif. Il va falloir voir vraiment la finalité, la résolution qu'on aura de ce côté-là. J'ai tendance toujours à penser que la résolution aura à la baisse dans les 54 000 pour combler le gap CME avant de repartir, et ce serait même excessivement positif pour l'ensemble du cours. Si jamais vous vous posez des questions d'ailleurs sur votre portefeuille, sur votre stratégie de vente, sur votre stratégie d'achat, est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, rebalancer votre portefeuille, si vous n'avez pas de méthode d'investissement, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description une méthode d'investissement, la mienne, qui est disponible gratuitement, en tout cas les 4 étapes, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.